Sortir en boîte? Ouais. Danser, boire des cocktails, draguer des inconnus? Carrément. Se retrouver piégé dans un truc glauque avec des psychopathes? Ça, c'était pas prévu au programme. Mais c'est exactement ce qui va arriver à Sabrina et Ashley. Bon, vous voulez savoir comment une soirée arrosée s'est transformée en film d'horreur? Eh bien, installez-vous confortablement. Sabrina, elle a besoin de cette soirée. C'est pas juste une envie de s'amuser, hein. C'est vital. La semaine, elle a été longue, elle est crevée, son taf la saoule. Et si elle reste une seconde de plus à broyer du noir chez elle, elle va péter un câble. Alors, quand Ashley lui envoie un message, elle lui dit oui direct. La conversation, c'était à peu près ça. Ashley, ce soir on sort, tu ramènes du gin? Mais tu crois que j'ai quoi chez moi? Ouais, toi t'es un véritable ange. Préboire, pour elle, c'est la base. Personne n'a envie de claquer 15 balles pour un cocktail minable servi dans un verre en plastique. Quand Sabrina arrive chez Ashley, la soirée commence déjà bien. Son salon, c'est un bordel sans nom, des fringues partout, de la musique à fond et Ashley qui galère à choisir quoi mettre. Bon, je mets une robe ou une jupe? Elle dit tout ça en agitant un petit truc noir devant elle. Sabrina lève les yeux au ciel. Mais prends ce que tu veux, de toute façon, t'as jamais froid. C'est vrai, Ashley elle est du genre à sortir en plein hiver, en mini-jupe et débardeur, sans jamais trembler. Sabrina, elle, a toujours un petit sweat de secours. Elles descendent 3 verres en racontant des conneries, en scrollant sur YouTube, en critiquant leurs ex. Ça fait du bien. Puis l'heure tourne et elle commande un Uber. Le trajet, c'est un mélange de cris et de chansons ratées, le chauffeur a clairement envie de les jeter dehors. Mais bon, Sabrina, elle s'en fout, ce soir, c'est leur soirée. Elles arrivent enfin devant le bunker, une boîte branchée en centre-ville. Le genre d'endroit où t'attends 20 minutes dehors avant d'entrer. Sauf si t'as la bonne gueule. Les videurs les scannent du regard, Sabrina retient son souffle, ce serait bien leur veine de se faire recaler alors qu'elles sont déjà bien chauffées. Mais non, ça passe. Dès qu'elles mettent un pied à l'intérieur, la chaleur les frappe. La musique tape fort, les basses font vibrer le sol, les lumières clignotent en mode stroboscope, et les corps dansent, se frôlent, se mélangent, vous voyez le genre. Sabrina ferme les yeux une seconde. Elle adore ça. L'adrénaline, le bruit, l'odeur de l'alcool et de la sueur. Tout est parfait. Sabrina et Ashley se feraient un chemin jusqu'au bar, évitant les mecs lourds et les couples en pleine fusion. Il fait déjà chaud, Ashley se penche vers Sabrina pour couvrir le son de la musique. C'est moi ou il y a des types chelous ce soir? Sabrina jette un coup d'œil autour d'elle et c'est vrai qu'elle a pas tort. D'habitude, il y a une bonne ambiance, mais là, certains regards sont, comment dire, insistants. Elle hausse les épaules. Ouais, on est venu pour danser, pas pour eux. Et bah c'est ce qu'elles font, elles dansent. Les cocktails s'enchaînent même si à la maison, elles avaient déjà commencé à boire un petit peu. Bon, les lumières tournent, la musique est parfaite et Sabrina sent cette euphorie monter. L'alcool dans ses veines, les basses qui résonnent dans son corps. Elle se sent bien, jusqu'à ce qu'un mec approche. Il est grand, bien sapé, le genre qui sent le fric à 10 km. Sabrina et Ashley l'ont déjà remarqué, parce qu'il traînait dans le carré VIP avec ses potes, un verre à la main, à les fixer depuis un moment. Eh, les filles, vous avez une super énergie. Ashley roule des yeux, merci, mais on est bien là. Le mec se met à rire un petit peu. Ouais, je voulais juste vous inviter à rejoindre mon groupe là-haut. Sabrina échange un regard rapide avec Ashley, l'espace d'une seconde, elles hésitent. Salon VIP égale boisson gratuite. Et puis, ça peut être marrant. C'est pas tous les jours qu'un mec bien fringué t'invite à boire un verre dans un carré privé. Ashley penche la tête, hésitante. Sabrina hausse les épaules. Vas-y, c'est gratos, autant en profiter. L'homme leur sourit et fait un signe à un videur. Il passe sans problème. En montant les escaliers vers le salon VIP, Sabrina sent un léger frisson d'inconfort. Peut-être que c'est l'alcool, peut-être que c'est juste l'idée de se retrouver avec des inconnus dans un endroit encore plus isolé. Mais bon, elle chasse cette sensation après tout. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner en vrai? Bon, le salon VIP, c'est un autre monde, hein. Dès qu'elle passe les portes, l'ambiance change. Il y a moins de monde au mètre carré, il y a moins de bruit, mais plus de tension. Les murs sont couverts de velours sombre, les lumières tamisées projettent une petite lueur dorée sur les tables en verre où traînent des bouteilles apparemment hors de prix. L'odeur aussi est différente. Il y a un mélange d'alcool fort, de parfums trop chers et de farine fraîchement coupée. Et bien évidemment, quand je dis le mot farine, je parle pas vraiment de farine. Faut voir un petit peu plus loin. Une substance. Sur les canapés en cuir, il y a 4 types qui les matent en silence. Le genre de regard qui te scrute pas juste pour te mater, mais clairement pour t'évaluer. Sabrina le sent tout de suite. Il y a un truc qui cloche. Elle s'approche lentement. Son sourire commence à flancher. Ashley, elle, est carrément figée. Le mec qui les a fait monter s'installe confortablement dans un fauteuil et tape dans ses mains. Installez-vous, faites comme chez vous. Sabrina, elle bouge pas et Ashley non plus. Le silence s'étire, les types continuent de les fixer, un sourire en coin, comme s'ils attendaient quelque chose. Et puis l'un d'eux se lève.
Il est grand, carré, un verre de whisky à la main. Il avance lentement, un petit sourire étrange sur le visage. Et quand il parle, Sabrina sent son estomac se tordre. « Allez les filles, dansez ?» Ashley lâche un rire nerveux. Non merci. Sabrina sent son cœur s'arrêter. Elle jette un coup d'œil autour d'elle. Personne ne réagit. Les mecs sur les canapés continuent de les fixer. Impassible. Celui qui vient de parler s'approche encore. Il pose son verre sur la table et glisse une main sous sa veste. Sabrina comprend tout avant même de le voir. Le reflet métallique, c'est un couteau. Elle sent Ashley se crisper à côté d'elle. L'homme sourit toujours. Il leur parle doucement, comme si c'était une petite conversation normale. Je vais le redire une seule fois. Dansez les filles. Un frisson glacé traverse la colonne vertébrale de Sabrina. C'est pas une blague. Les autres mecs ne bougent pas, comme s'ils avaient déjà vu ce scénario 1000 fois. C'est clairement pas la première fois qu'ils font ça. Sabrina échange un regard avec Ashley. Elles sont en danger et elles sont complètement seules. Sabrina inspire un grand coup. Elle doit réfléchir vite. Elle n'a pas le choix de toute façon. Alors lentement, elle commence à bouger. Le regard du mec reste fixe. Sabrina, elle, se force à respirer profondément. L'adrénaline commence à la rattraper. Ses mains sont moites, mais elle ne peut pas flancher maintenant. Elle prend une grande inspiration et fait un petit mouvement, comme si elle dansait. Pas grand chose, juste pour les rassurer, pour ne pas provoquer une réaction plus violente. Ashley, elle, suit le mouvement, mais ses yeux sont déjà pleins de panique. Les autres types n'ont toujours pas bougé. Ils sont observateurs, comme si ce petit spectacle les divertissait. Sabrina essaye de garder son calme, de faire comme si ça allait. Mais elle sent son ventre se tordre et la sueur coule dans son dos. Tout est trop calme, trop silencieux, à part la musique qui bat à fond à l'extérieur. Ici, dans cette pièce, tout est figé. Elle se force à sourire, mais c'est un sourire qui cache tout juste la peur. Le couteau du mec brille toujours dans sa main, immobile. Elle s'interroge une seconde. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Ça va? Vous êtes bien? C'est ce que le gars leur dit, comme ça, sur un petit ton qui semble doux, mais qui l'est clairement pas. En plus de ça, il attend même pas de réponse. En fait, il s'approche encore plus. Sabrina sent une sueur froide qui la traverse, mais elle se force à faire semblant de danser. Elle est tétanisée, mais elle doit garder son calme. Les secondes passent comme des heures. Tout ce qu'elle veut, c'est sortir de là. Mais le mec ne veut toujours pas partir. Il reste là, juste devant elle, son large sourire, prédateur. Un sourire qui, clairement, en dit long. Enfin, il brise le silence. Allez, un peu plus de rythme. Vous voulez pas me décevoir, n'est-ce pas? L'ambiance dans la pièce devient insupportable. Chaque seconde qui passe rallonge l'angoisse et Sabrina commence à suffoquer dans cet espace clos. Le regard du mec reste braqué sur elle. Elle a besoin d'une issue. Ashley, elle, a les yeux écarquillés, bientôt en train de pleurer, de trembler comme une feuille. Sabrina sent l'urgence monter en elle. Et clairement là, ça peut pas continuer. Elle a pas de plan, mais elle doit bouger. Et vite. On peut se poser un instant, juste un moment. Sabrina parle d'une voix calme, qu'elle espère crédible. Elle a 2 doigts de craquer, mais il faut tenir. Le mec lève un sourcil. T'as une bonne idée, toi. Puis jette un coup d'œil à ses potes qui sont toujours aussi immobiles, silencieux, mais prêts à agir à la moindre occasion. Sabrina, elle, garde le rythme de ses pas, même si ses jambes semblent presque lourdes. Elle essaye de regarder autour d'elle, à la recherche de n'importe quel échappatoire. Et là, elle la voit. Une porte au fond du salon. À peine entrouverte, une toute petite ouverture. L'adrénaline la fait réagir plus vite qu'elle ne le voudrait. Son regard croise celui d'Ashley. Elle lui fait un signe discret, comme si elle voulait lui dire qu'il faut foncer. Et là, en une fraction de seconde, tout bascule. Le mec s'approche, il veut poser la main sur elle, mais c'est le moment. Sabrina fait volte-face, elle se jette en avant, sans réfléchir. Elle entend Ashley crier derrière elle. « Sabrina, non !» Mais elle ne s'arrête pas. Elle fonce droit vers cette porte. Elle referme la porte derrière elle et se retrouve dans des escaliers de service. Elle est hors de cette salle. Elle ne sait même pas où elle va. Elle fonce juste, loin de l'horreur qu'elle vient de quitter. Sabrina se précipite dans un coup de chance. Elle se retrouve à l'extérieur de la boîte, haletante, ses jambes qui tremblent sous elle. Le froid de l'air frais la frappe, mais en même temps, ça la réveille. Elle regarde autour d'elle. C'est l'extase de la liberté. Même si l'adrénaline est encore trop forte pour qu'elle puisse en profiter. Elle doit retrouver Ashley. Elle prend son téléphone et compose rapidement le numéro de la police. Ça décroche au bout d'une trentaine de secondes et elle se met à dire « Il y a eu un incident, je dois vous parler ». Elle explique tout ce qu'elle vient de vivre et donne l'adresse de la boîte de nuit. La police lui conseille de se mettre à l'abri, à une centaine de mètres de là, et qu'ils vont la recontacter une fois arrivée sur place. Elle raccroche, la gorge serrée, son cœur qui martèle dans sa poitrine. Le sentiment de peur ne la quitte pas.
mais elle doit tenir bon. Sabrina se précipite dans la rue, mais l'adrénaline est toujours là, trop forte pour qu'elle puisse vraiment se détendre. Elle a l'impression d'être suivie. Chaque bruit autour d'elle semble amplifier sa peur. Son téléphone vibre. Elle reçoit un message. Elle hésite, mais elle l'ouvre. C'est une photo d'Ashley, attachée sur le canapé de la salle VIP. Ses poignets liés. Le message dit clairement « On te retrouvera ». Sabrina a un frisson glacé en voyant le bracelet d'amitié d'Ashley dans l'image. Sa gorge se serre. Elle compose de nouveau le numéro de la police. Paniquée, elle leur explique la menace qu'elle vient de recevoir à l'instant. Après un certain temps, les sirènes de la police retentissent et Sabrina se précipite vers les agents pour leur expliquer ce qui s'est passé. Ils l'emmènent à l'intérieur de la boîte de nuit. La salle VIP, c'est un vrai bordel. Il y a des bouteilles renversées, de la farine étalée sur la table, des chaises renversées. Il y a des traces évidentes qu'il s'est passé quelques violences. Mais malgré tout ça, aucune trace d'Ashley. Le canapé est vide, les cordes disparues. Les policiers fouillent rapidement, mais ne trouvent aucune trace d'elle. Un agent la regarde et dit d'un ton calme. Vous êtes sûr de ce que vous avez vu? Sabrina n'arrive pas à y croire. Tout est là, mais il manque quelque chose. Elle se sent complètement perdue. Les policiers sont à deux doigts de lui dire « Bon bah tenez l'adresse du commissariat et si jamais il y a quelque chose qui vous revient, n'hésitez pas à nous contacter. » De là, elle prend son téléphone et leur montre la photo. Là, l'agent devant elle prend effectivement ça au sérieux. Il se dit « Bon, elle est peut-être pas si alcoolisée que ça, c'est peut-être pas elle qui s'est inventé des films. Ça s'est vraiment passé. » Parce que clairement, elle le dit, est à deux doigts de tout remballer. Elle peut entendre un agent de police demander du renfort. L'un des agents de police lui dit clairement de rentrer chez elle. Alors qu'elle est bien alcoolisée, c'est vrai, elle doit le dire. Quand elle rentre chez elle, elle tombe sur son lit. Et clairement, c'est une sorte de mini blackout. Elle se réveille vers les coups de 16 heures. Premier réflexe, regarder son téléphone pour voir si elle n'a pas un message de sa copine. Et non, toujours rien. Après ça, elle s'est réfugiée chez son père, histoire de pas être toute seule. Et au moment où elle partage cette histoire, tout ça, ça s'est passé il y a 2 jours. Et pour l'instant, toujours aucune nouvelle de sa copine. Voilà, c'est comme ça que ça se termine. La soirée du cauchemar. Clairement, la soirée, elle est partie en cacahuète. Bon, déjà, moi, je suis pas fan de boîte de nuit. Voilà, j'y suis jamais allé, au cas où. Voilà, vous vous demandez, jamais. C'est simple. Vous me dire, mais comment ça? Ah non, non. Je suis déjà, si vous savez pas, je fume pas et je bois pas. Donc, bon, je dis pas que si tu vas en boîte, tu fumes et tu bois, mais il y a souvent ce truc entre l'alcool et les boîtes de nuit quand même. Mais c'est quoi le rapport avec l'histoire? Je raconte ma vie, moi. Je suis un fou. Bref, bah non, mais l'histoire est ouf en fait. C'est pour ça me fait je pars en cacahuète parce que je l'ai vécu. Enfin, je l'ai vécu. L'histoire, je veux dire, c'est moi qui vous la raconte. Donc moi, je me mets dedans. Tu vois, j'essaye de vraiment me mettre dedans. L'histoire est, ma foi. Et je pense que honnêtement, pas si rare comme histoire en plus. Enfin, le fait qu'elle se fasse kidnapper. La copine un peu plus, mais le fait qu'il y ait des viens danser pour moi, ça à mon avis, ça doit arriver beaucoup plus souvent que ce qu'on pense. Je suis sûr que même là dans les commentaires, je vais en avoir, oui, j'ai des mecs qui m'ont forcé, machin, enfin bref, ou des mecs très très lourds. N'hésitez pas, si vous avez des anecdotes, tiens, delcorstory@gmail, des anecdotes en boîte de nuit. Enfin, des anecdotes, petite histoire, peut-être un truc, voilà. N'hésitez pas. Voilà, si vous avez kiffé l'histoire, et bah on passe à la prochaine en fait. Alors, avant de commencer ce second thread d'horreur, si tu ne me connais pas, je suis Delcor, je te l'ai écrit. Comment ça s'écrit? Parce que, à force, tu vas te dire, mais attends, j'ai bien aimé ces petites vidéos à lui, là. Tiens, je vais aller en voir une. Voilà. Prétentieux? Non, pas du tout. C'est juste que tu vas kiffer. C'est juste logique, en fait. C'est juste que là, t'as déjà kiffé le premier thread, donc, tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est aussi une boutade. Voilà. J'aime bien rigoler. Je suis un gars comme ça. Bref, puis de toute façon, c'est simple. Si tu veux pas chercher comment on écrit nanani nanana, tu t'abonnes. Voilà, simple, clair, efficace, tu t'abonnes, tu mets toutes les notifications et ça me fera très plaisir. D'ailleurs, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées à la chaîne. Ça fait très plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, je vous répondrai et je vous souhaiterai la bienvenue. Parce que en ce moment, les 2-3 dernières vidéos fonctionnent plutôt bien. Et ça, notamment, je pense aussi, c'est grâce aux pouces bleus. Voilà, je vous demande souvent les pouces bleus. Là, je vous le demande à chaque intro de vidéo. Et ben ça fait le boulot, je vous jure. Donc là, je vais vous redemander les pouces bleus, c'est chiant peut-être, mais si on atteint, je pense, la dernière fois j'étais à 800, 900. Là vous les faites, mais facile. Il y en a une, là, je vous mets le nombre de pouces bleus, 2000 et quelques. Voilà, donc je vais vous demander aujourd'hui 1000 pouces bleus. Voilà, merci beaucoup, franchement, un grand merci, mais ça aide. Et moi, ça me fait trop plaisir. Je vais pas vous mentir, clairement, aujourd'hui, c'est pas ma meilleure journée. Je vais pas vous mentir. Mais pour vous, je voulais pas tourner. Mais clairement, mais je me dis, mais il y a mes petits loulous là, il y a mes petits loulous quand même, ils m'attendent pour les vidéos. Ça me redonne le moral. Des fois, je vais pas bien et je commence à tourner et je vais mieux. Voilà, c'est vrai.
c'est vrai. C'est pas, oui. Bon, il y a des youtubeurs, ils te diront ça, des gros machins, mais eux, ils ont une société de fous. Moi, là, vraiment, je suis passionné, quoi. Je kiffe encore pour l'instant mes vidéos, donc c'est trop cool. Donc voilà. Bref, vous savez, moi aussi, je pars en cacahuète. Des fois, il y a des... Quand là, l'intro, j'ai pas de script pour l'intro, donc je peux tout dire n'importe quoi. Bref, c'est pour ça qu'on va se concentrer. Si vous aimez la vidéo, vous mettez un pouce bleu et vous vous abonnez. Et puis moi, je vais vous raconter ce second thread d'horreur. Alors d'ailleurs, avant que je la commence vraiment, cette histoire, faut savoir que c'est l'histoire d'une abonnée. Voilà, un grand merci à toi, tu te reconnaîtras de toute façon. Un soir, Mélanie a fini le taf sur les rotules. Elle est crevée, sa journée a été interminable et elle n'a qu'une envie, rentrer chez elle. Alors avant que je le dise, au cas où, qu'on me dise pas ouais c'est un placement de produit machin, non c'est juste que j'en ai pris un tout à l'heure et que je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les mains et j'avais ça en main et aussi je dois avoir des choses, enfin bref, à porter. C'est pas un placement de produit, je préfère vous le dire. Donc si je fais ça avec ça, c'est normal. Voilà, bref, allez. Elle est crevée, sa journée a été interminable et elle a qu'une envie, rentrer chez elle, se caler sous un plaid et oublier cette journée pourrie. Bon, comme d'habitude, elle prend un raccourci, un petit chemin de campagne que presque personne n'utilise. Ça va plus vite pour rejoindre son quartier et elle a pris l'habitude de passer par là. Mais ce soir, l'ambiance est chelou, il fait super sombre. Il n'y a même pas un lampadaire pour éclairer, juste la lumière blafarde de ses phares qui découpent la route. À un moment, Mélanie freine d'un coup. Il y a une énorme branche en travers du chemin. Assez grosse pour bloquer sa voiture, mais pas non plus un tronc d'arbre que tu peux pas porter. Elle hésite 2 secondes, clairement, ça pue un peu. Mais elle se dit que c'est juste le vent ou un orage, rien de dramatique. Alors, elle met ses feux de détresse, souffle un bon coup et sort de sa voiture. Dehors, il fait froid et le silence est pesant. Il y a juste le bruit du vent dans les arbres. Mélanie attrape la branche et commence à la tirer sur le côté. Ses doigts glissent un peu dessus, elle galère, mais elle veut pas perdre de temps. Et là, en relevant la tête, elle voit des phares qui approchent au loin. Son cœur rate un battement, direct, elle sent que c'est pas normal. Mais pas à cette heure, pas ici. Elle lâche la branche, fonce à sa voiture, claque la portière et verrouille tout à la seconde où elle s'installe derrière le volant. Elle redémarre en mode panique et reprend sa route. Sauf que voilà, la voiture derrière elle accélère et elle commence à faire des appels de phare. Au début, Mélanie pense que c'est peut-être juste quelqu'un qui veut la doubler. Alors, elle serre un peu à droite, mais la voiture reste collée à son pare-choc. Et plus elle avance, plus les appels de phare deviennent insistants. Ça clignote non-stop. Son cœur bat à 100 à l'heure. Elle a l'impression que sa gorge se serre. Elle sent la panique monter en flèche. Pas question de s'arrêter. Elle connaît ces histoires d'agression, de carjacking. Elle appuie sur l'accélérateur, ses mains tremblent sur le volant. Elle sort son téléphone en mode galère et appelle la police. La voix tremblante, elle explique la situation. Où elle est, qu'elle est suivie par une voiture flippante qui lui fait des appels de phare depuis plusieurs kilomètres. Le policier, au bout du fil, reste super calme. Il lui dit de continuer à rouler, qu'une patrouille est en approche et qu'ils vont l'attendre à un endroit précis. Mélanie conduit en mode automatique, juste fixée sur les gyrophares qu'elle aperçoit enfin au loin. Quand elle arrive sur eux, elle freine net, gare sa voiture sur le côté et saute dehors. Elle a du mal à respirer, elle tremble de partout. Le conducteur de la voiture qui la suivait descend aussi en urgence, les mains en l'air, en criant qu'il est désolé, qu'il voulait juste l'aider. Mélanie comprend rien, elle est figée sur place. Le mec explique aux flics qu'il a vu quelqu'un grimper dans le coffre de sa voiture pendant qu'elle était occupée à déplacer la branche. Il voulait juste la prévenir, pas lui faire peur. La police fonce vers sa voiture, arme à la main, ils ouvrent le coffre et là, c'est l'horreur. Un homme est planqué à l'intérieur, recroquevillé, avec un regard vide, complètement ailleurs. Mélanie manque de s'évanouir en voyant ça. Elle comprend que si cet inconnu n'avait pas été là pour la prévenir, elle serait rentrée chez elle avec un fou furieux caché dans son coffre. Les policiers maîtrisent l'homme et l'embarquent immédiatement. Ils essayent de rassurer Mélanie, mais clairement, elle est sous le choc, incapable de dire un mot. Quelques jours plus tard, elle apprend la vérité. Le mec dans son coffre, c'était un patient échappé d'un hôpital psychiatrique situé à quelques kilomètres de là. Et pire encore, lors de son interrogatoire, il a avoué qu'il avait volontairement mis cette branche sur la route pour piéger quelqu'un. Son plan, vous allez me demander, s'introduire dans la voiture de la première personne qui s'arrêterait et ensuite lui faire subir des choses horribles. Mélanie préfère pas connaître tous les détails. Tout ce qu'elle sait, c'est que ce soir-là, elle a probablement échappé au pire.
Depuis, elle a une règle d'or, ne jamais sortir de sa voiture pour rien du tout, peu importe ce qu'elle voit sur la route, et verrouiller les portes dès qu'elle s'installe au volant, parce qu'on sait jamais ce qui peut se cacher dans l'ombre. Et si vous vous demandez comment elle a eu les petits détails de la police, eh ben c'est simple, l'un des gars qui l'a interrogé, le mec de l'asile psychiatrique, eh bien c'est le père d'une amie à elle, donc forcément petit insight de la police. Et ben voilà pour cette histoire abonnée, vraiment flippante, pas très très grande, mais clairement flippante, parce que en plus, bon, sans être voilà, hein, le petit truc qui est fou, c'est le petit plot twist. Tu peux te dire, mais attends, le mec à la voiture derrière, il est trop chelou, hein, c'est lui. Au début, franchement, tu te dis c'est lui, et puis au final, très insistant, très machin. Et tu te dis, heureusement, le gars a bien voulu se dire, allez, je vais aider une personne en détresse. Parce qu'il y en a, ils auraient fait, bon bah tant pis, pas mes oignons, et puis voilà. Donc voilà, encore un grand merci à toi de nous avoir partagé ton histoire. Et si toi aussi tu veux en partager une, ça se passe sur delcorstory@gmail.com. Il n'y a que là-bas, au cas où. Je ne fais plus Insta parce que ça coupe tous les messages, machin, non. C'est un peu chiant. Et puis, des fois, je lis les messages sur Insta sans faire gaffe, machin, alors que le mail, ça sert quasiment qu'à ça. Donc voilà, prochain thread. Et bah pour ce thread, ce sera également l'histoire d'une abonnée. Ce sera le dernier thread abonné pour cette vidéo. Après il y en aura d'autres threads mais qui ne seront pas des threads abonnés. Et bah Aïna, elle a grandi à Majunga, une ville portuaire du nord de Madagascar. Là-bas, les histoires de sorcellerie, c'est pas des blagues, hein. Tout le monde en parle et Aïna aussi parce qu'elle a vu, ressenti et vécu des choses qu'on n'oublie jamais. La première fois que le voile s'est levé pour elle, elle avait 9 ans. Ce soir-là, ses deux grandes sœurs l'emmènent à une soirée pyjama dans un internat de filles. Quelques amis à elle y logent. Elles sont 6, rient, elles grignotent, se racontent des histoires. L'ambiance est douce, rassurante. Aïna, la plus jeune, reste collée à ses sœurs. Toujours, mais au beau milieu de la nuit, tout bascule. Sans prévenir, une des filles se redresse, le visage figé, et commence à parler. Mais ce sont pas des mots qu'elles connaissent. C'est pas du malgache, pas du français, c'est autre chose. Une langue étrangère, lourde, ancienne, comme si les sons venaient d'ailleurs. Les yeux de la fille se révulsent lentement. Elle n'est plus là. Son corps est là, mais elle, non. Les sœurs d'Aïna réagissent immédiatement. L'aînée saute de son matelas, enlace son ami possédé et commence à réciter des versets de la Bible, d'une voix ferme, sans trembler. Aïna, elle, reste clouée sur place, paralysée. Chaque parcelle de son être hurle de terreur. Et soudain, un coup violent explose contre la porte, si fort que toute la pièce tremble. Les filles retiennent leur souffle, puis il y a des bruits de pas, rapides, précipités, claquant sur le sol du couloir, pieds nus. Mais c'est pas humain, Aïna le sent, elle le sait au fond d'elle. C'est pas une personne, c'est autre chose. La nuit finit dans un mélange d'angoisse et de prière, et au petit matin, elle quitte l'internat sans même chercher à comprendre. Aïna pense longtemps que c'était peut-être un cauchemar, jusqu'à ce qu'une autre nuit vienne tout confirmer. Quelques années plus tard, il est 2 h du matin. La maison dort. La mère d'Aïna est dans sa chambre, plongée dans le sommeil. Dans le salon, ses deux sœurs révisent. Aïna, elle, est avachie dans un fauteuil, écouteurs dans les oreilles, en train de scroller des vidéos YouTube. Et puis, un énorme fracas, un choc brutal contre le toit, comme si quelque chose d'énorme venait d'y tomber. Pas un rat, pas un fruit, rien de banal. Elles se figent toutes les trois. Pas un mot, pas un cri. Le silence se tend autour d'elles, coupant l'air. Pas cette fois, se dit Aïna, elle ne paniquera pas. Elle veut comprendre. Sa sœur aînée se lève d'un bond, son regard durci par une colère qu'Aïna n'a jamais vue avant. Et d'une voix puissante, elle crie « Au nom de Jésus, descends du toit !» Un instant de flottement, puis des pas précipités. Quelque chose ou quelqu'un saute du toit. Le bruit de l'impact est lourd, rapide, ça court et ça fuit. Mais toujours pas un cri, pas un mouvement. Elle reste là, droite, les yeux grands ouverts, le cœur battant. Et comme si ça ne suffisait pas, des chiens commencent à aboyer furieusement juste devant leur porte. Mais il n'y a pas de chiens dans leur quartier, personne n'en a. Les aboiements sont violents, décharnés, surnaturels. Puis d'un coup, plus rien. Un silence glacial s'abat sur la maison, un silence lourd qui semble suinter des murs. Elles reprennent leurs activités comme si de rien n'était. Mais au fond, Aïna sait, quelque chose a changé. Quelque chose a été réveillé cette nuit-là. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Une semaine plus tard, alors que tout semblait redevenu normal, une voisine se présente devant leur maison. Une femme étrange que tout le quartier soupçonnait depuis longtemps de pratiquer des choses sombres.
Elle se traîne le visage fermé, une cheville gonflée, noire, déformée, comme si quelque chose l'avait écrasée. Sans même leur adresser un regard, elle murmure quelques mots à leur mère, puis s'éloigne, clopin-clopant. À partir de ce jour-là, plus jamais aucun bruit étrange sur le toit, plus jamais d'aboiement, plus jamais rien, comme si quelqu'un en avait payé le prix. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. J'ai bien aimé, il faut se le dire. Sinon je l'aurais pas pris, non, je vais pas vous mentir, j'aurais pas pris. Mais là ça rapporte quelque chose, on n'en a pas tout le temps, des choses comme ça, un peu de sorcellerie et tout là, vraiment. La femme, elle faisait des rituels étranges, je pense, comme elle le dit, notre abonnée. Et je pense qu'elle nous a ramené quelque chose de pas foufou, hein. Elle s'est pris un retour de karma, je pense, ou un truc comme ça. Faut pas jouer forcément avec tout ça, hein, les gars. J'ai envie de vous dire. Donc voilà, histoire trop cool. Et un grand merci à toi de nous avoir partagé tout ça. Allez, on passe à la prochaine histoire. Marguerite réserve un Airbnb dans un autre pays, il y a environ 2 semaines de ça, car elle s'y rend pour un petit concert. La chambre est bon marché, donc elle sait qu'elle va pas séjourner dans un hôtel 5 étoiles. Mais c'est que pour une nuit, alors elle s'en préoccupe pas tant qu'elle a un lit, ça va. Dès le début, le voyage ne se passe pas bien. Son itinérance de données ne fonctionne pas du tout dans ce pays. Elle se connecte au wifi d'un café et planifie son itinéraire du mieux qu'elle peut. Elle réussit à arriver à la maison à temps, sonne à la seule sonnette et attend. Personne ne sort. Elle sonne plusieurs fois et attend 5 minutes. En regardant la porte, elle remarque une fente pour le courrier. Curieuse, elle jette un œil à travers et elle est choquée de voir une entrée qui ressemble à une grange abandonnée. Un canapé super poussiéreux traîne juste devant la porte. Des meubles recouverts de tissu sont très sales et semblent extrêmement vieux. Marguerite aime généralement les vieilles maisons, hein, mais celle-ci ne ressemble pas du tout à une maison habitée ou préparée pour accueillir des invités. Elle se demande si elle ne s'est pas trompée d'adresse et réfléchit à ce qu'elle doit faire quand un vieux gars à l'air sale marche vers la porte depuis la rue. Elle lui demande s'il sait où se trouve l'Airbnb et l'homme marmonne quelque chose qu'elle interprète comme une réponse positive. Alors elle lui demande s'il est Tim, son hôte. Il répond oui et lui ouvre la porte. Marguerite a déjà décrit l'entrée, hein, elle est délabrée. L'élément le plus marquant est un vieil escalier grinçant qui mène à l'étage. Elle le suit à l'étage malgré le fait qu'il tousse, a des hauts le cœur et pue la cigarette, ce qui est clairement pas très agréable. Le deuxième étage a aussi l'air abandonné. C'est sombre, les meubles sont entassés au hasard et couverts de tissu. Il y a un rideau super effrayant derrière lequel on ne peut rien voir. Encore un escalier à monter et ils arrivent dans son couloir, qui est de loin le pire. Des fissures parcourent les murs, des vieilles peintures rurales sont accrochées à côté de croix. Tout ressemble à un décor de film d'horreur. D'habitude, ce genre d'ambiance la dérange pas. Elle est gothique, elle adore ce qui est un petit peu sombre. Mais là, tout semble mal entretenu, ce qui lui donne de sacrées mauvaises vibrations. Il lui montre la salle de bain, qui a un énorme trou dans le carrelage de la baignoire et dans le mur. Tout est super sale, puis il lui montre sa chambre, qui est plutôt correcte. Seul bémol, des poupées effrayantes sont alignées sur des étagères. Elle ne comprend pas trop pourquoi elles sont là, mais le lit semble bien. Marguerite lui demande s'il y a du wifi et elle répond que non. Ça l'embête vraiment, car cela signifie qu'elle n'aura aucun moyen de communication. Puisque je vous rappelle, son truc de données, étant donné qu'elle est dans un autre pays, son opérateur ne prend sûrement pas en compte. Elle lui demande aussi l'heure du départ le lendemain et il répond « ça n'a pas d'importance ». Elle se dit « ok, d'accord ». Puis il monte au 4e étage qui est plongé dans une obscurité totale, ce qui lui donne un sacré mauvais pressentiment. Elle refuse catégoriquement d'entrer dans cette douche, alors elle se change rapidement et charge son téléphone. Quand elle va à la salle de bain, elle remarque quelque chose de bien plus flippant. Il n'y a aucune serrure, nulle part, ni pour la salle de bain, ni pour les toilettes, ni pour sa chambre. Elle flippe. De plus, elle remarque qu'il y a plein d'objets à moitié utilisés laissés par d'autres personnes. Gel douche, brosse à dents, dentifrice, un recourbe-cils traîne sur une étagère. Mais ce n'est pas du tout présenté comme une attention pour les invités. Non, ça ressemble plutôt à des affaires que quelqu'un a oubliées et que personne n'a pris la peine de jeter. C'est décidé, elle passera clairement pas la nuit ici. Son cerveau tourne à plein régime. Tous ces objets avaient été laissés par les gens avant elle. Et pourquoi personne n'a laissé de commentaires horribles sur le Airbnb? Est-ce qu'ils ont été assassinés? En pensant à ça, elle est terrifiée. Elle se demande si elle devrait pas prendre toutes ses affaires avec elle au concert. Parce que là, elle se sent pas du tout en sécurité. Mais son sac à dos est trop lourd et son dos lui fait mal. Alors, elle prend juste ses affaires essentielles et quitte la chambre dès qu'elle le peut. Mais pas sans avoir glissé un papier plié sous la porte pour voir si quelqu'un essaye de l'ouvrir en son absence.
Alors qu'elle descend l'escalier, elle entend une clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée. Elle est confuse, mais dans l'annonce, il était indiqué qu'un couple vivait ici. Donc elle s'attend à voir la femme ou la petite amie du type qu'elle a déjà rencontré. Sauf que c'est un homme d'âge moyen qui entre et qui dit « Eh, salut, je suis Tim ». Marguerite, elle panique intérieurement. C'est qui l'autre gars en fait ? Elle a une brève conversation avec lui, puis quitte la maison le plus rapidement possible. Elle est complètement secouée. Heureusement, elle arrive à temps au concert et il en valait la peine au moins. Après le show, elle est tellement fatiguée qu'elle sait qu'elle ne pourra pas rester éveillée toute la nuit. Elle décide alors de s'enregistrer dans une auberge qui, bien que pas impeccable, a au moins le wifi, une vraie douche et surtout une foutue serrure à la porte. Le lendemain, elle est mise à la porte à 10h du matin. Alors, elle reprend la route. Et ça finit comme ça. Parce que, ouais, moi je sais. Parce qu'on n'a pas la suite. Est-ce qu'elle est retournée là-bas pour prendre ses autres affaires? J'en sais rien. Des fois, c'est comme ça. Les gens, ils partagent sur Reddit un petit peu. Ou d'autres forums. Hein, on a d'autres alternatives un petit peu. Et t'es en mode, mais c'est passé quoi? Comment? Pourquoi? Des fois aussi, hein, il y a des gens, ils font pas de liaison. On passe d'un élément là à là. Des fois, on me fait, oui, mais attends, la personne, elle a pas dit ça. Oui, mais elle l'a pas dit, mais faut supposer. Ou des fois, on va pas tout décrire. Alors là, attention, elle fait ça. Là, elle fait ça. Oui, mais nanani. Des fois, ça sert à rien de tout décrire. Et des fois, il manque de détails, oui. Et ici, c'est comme ça. On n'a pas forcément de conclusion. En tout cas, qui était l'homme qui se faisait passer pour Tim? On sait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi? On sait pas. Moi, j'ai l'impression qu'à mon avis, ça peut être un Airbnb qui cache des caméras aussi. À mon avis, hein, c'est chelou. Il y avait des trucs très chelous dans ce Airbnb. Bref, on passe au prochain thread. Eleonora, elle est en 6e à l'époque. Le soir, elle prend le bus pour rentrer chez elle. L'arrêt est à 5 minutes à pied de chez elle, donc elle doit passer devant l'hôpital de la ville. On est en janvier, la nuit est déjà tombée à 17h. Le bus vient de la déposer et elle commence à marcher. Elle arrive au niveau de l'entrée de l'hôpital quand 2 voitures passent à côté d'elle. Bon, rien d'alarmant, hein, vu qu'elle est sur une route. La première continue son chemin jusqu'au rond-point qui se trouve environ 100 mètres plus loin. La deuxième, une Audi noire, se gare au dernier moment sur les places minutes de l'hôpital. Eleonora se dit que l'homme au volant, entre 20 et 30 ans, attend sa femme qui doit avoir fini de travailler ou quelqu'un qui était chez le médecin. Elle arrive au niveau du rond-point quand les choses prennent une tournure différente. La voiture doit être en plein phare pour que la lumière lui parvienne aussi bien. Elle est dos à elle, mais au moment de traverser, elle voit la lumière des phares bouger. Il démarre, c'est ce qu'elle se dit. Elle sait pas pourquoi, mais elle tourne la tête, juste comme ça. Elle est à un endroit où seulement le conducteur peut la voir. Dès qu'elle tourne la tête, la voiture s'arrête. C'est ça qui l'alerte. Mais comme elle est au milieu d'un croisement, elle doit continuer à avancer. Elle est donc hors du champ de vision de cet homme. Elle se met à courir pile au moment où elle entend la voiture avancer. Elle doit courir 2 mètres quand son cerveau lui dit de se coller dans les buissons, devant une maison. De là, elle peut voir brièvement la voiture s'arrêter dans le rond-point et prendre la route du bas. Elle est à l'entrée de celle du haut. Elle attend quelques secondes et se tape le sprint de sa vie vers sa maison, qui se trouve à une 50aine de mètres plus loin. Une fois chez elle, elle reprend ses esprits et s'empresse de fermer les volets. Ça doit faire un peu plus de 5 minutes. En fermant les volets du salon, devine ce qu'elle voit. Il y a une Audi noire qui est en train de foncer sur la route. Quelques mois se sont écoulés depuis cette soirée-là, on est au mois d'avril, et Eleonora rentre du bus comme la première fois. Elle est au rond-point quand une Audi noire tourne brusquement pour s'arrêter devant les poubelles du rond-point. No comment, il y a des poubelles sur un rond-point, bref. Elle passe la maison devant laquelle elle s'est cachée dans les buissons lorsque la voiture passe en trompe devant elle et s'arrête quelques mètres plus loin. Aussitôt, le conducteur sort. C'est bien l'homme de la dernière fois. Eleonora a environ 5 mètres pour se trouver une couverture, histoire de se rassurer. Mais elle sera obligée de passer à côté de sa voiture, et la route n'étant pas très large, la peur monte de plus en plus. Pendant qu'elle se rapproche, l'homme ouvre le coffre de la voiture. Au même moment, elle a enfin une idée. Mais pourquoi elle n'y avait pas pensé plus tôt? Elle sort son téléphone, qui n'a plus de batterie, sinon ce serait pas drôle, et elle fait semblant de recevoir un appel de sa mère. « Ouais maman, je suis bientôt à la maison, devant chez telle personne. Tu m'as demandé de faire quoi quand je serai rentré ?» Et ainsi de suite quoi, elle fait une fausse conversation. Arrive le moment crucial où elle est censée passer à côté de sa voiture. Lorsqu'elle est au niveau des portières arrière, il passe derrière elle. Cette sensation, elle ne l'oubliera jamais. Se dire que ça y est, c'est la fin, que c'est le dernier endroit familier qu'elle voit, qu'elle n'a pu dire au revoir à personne, techniquement à Dieu. Elle sent que sa voix dérape, mais elle fait tout pour garder son calme. Elle n'a pas d'argument phare, donc elle prie que le simple fait d'être au téléphone avec sa mère marche. 2 minutes après, elle est sur son canapé, en larmes. Elle est seule chez elle, donc elle a bien fermé la porte à clé. De la fenêtre de son salon, elle peut le voir tourner en rond autour de sa voiture, sans but précis. Il lui arrive de regarder plus loin sur la route. 5 minutes après,
il est parti. Elle a bien évidemment raconté l'histoire à sa mère et son beau-père, mais elle savait que cela ne mènerait à rien. Elle n'a plus jamais croisé cette voiture, mais dès qu'elle voit une Audi noire, elle ne peut s'empêcher d'avoir au fond d'elle cette peur d'en voir sortir cet homme. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread, et on va passer au prochain. Cette histoire est écrite, et bien ça fait à peine 10 minutes que ça vient de se produire. Donc là, la personne qui écrit ça, elle n'a pas vraiment de recul sur la situation. Tomoe, qui a 31 ans, est en route vers l'épicerie pour acheter ce qu'il faut pour une tarte aux pommes. À un moment donné, en marchant, il aperçoit un tracteur devant lui qui enlève la neige. Il a fait chaud ces derniers jours et la plupart de la neige autour a fondu, au point que les routes et les trottoirs sont maintenant visibles. Bon, tant pis, il y a peut-être un gros tas de neige ailleurs ou un truc comme ça. Le tracteur bloque le trottoir, alors Tomoe décide d'attendre qu'il se dégage. Il reste là pendant environ 2 ou 3 minutes à attendre et il remarque un truc bizarre. Le tracteur, il ramasse pas de neige en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de neige à ramasser là où il est. Tomoe est agacé et le contourne pour continuer à marcher. Dès qu'il traverse la rue à une intersection, le tracteur commence à le suivre lentement. Genre, il roule sur le trottoir où, encore une fois, il n'y a absolument aucune neige et il le suit. Le tracteur avance un peu plus vite. Pas assez vite pour que Tomoe doive courir, mais suffisamment pour qu'il doive accélérer un peu. À cause des phares avant brillants du tracteur, il peut pas voir le conducteur. Alors, il continue à marcher. Il suppose que le tracteur va continuer tout droit, donc pour ne pas déranger le conducteur, il traverse à nouveau la rue, passant devant un café fermé. La disposition est telle qu'il serait un peu difficile pour un gros véhicule de manœuvrer à travers. Donc, il pense qu'il peut continuer sa marche en paix. Eh ben non, le tracteur continue de le suivre. Le conducteur n'en a rien à foutre de la difficulté de manœuvrer. Légèrement alarmé, Tomoe contourne rapidement le café fermé et s'engage dans des ruelles, pensant qu'il l'a perdu maintenant. Il continue à marcher et il entend le tracteur de l'autre côté du bâtiment qu'il longeait. D'une manière ou d'une autre, il est arrivé avant lui. Là, dans sa tête, il se dit « Non, c'est quoi ce délire ?» Pensant que cette personne le traque, Tomoe essaye de courir d'un bâtiment à l'autre et juste au moment où il arrive au bâtiment, il se déchire le muscle du mollet gauche. Un peu douloureux, il boite à travers un espace entre les bâtiments trop petit pour que quoi que ce soit de plus grand qu'une personne adulte puisse passer. Il se glisse derrière le mur et prend un moment pour reposer sa jambe et reprendre son souffle. Il entend clairement le tracteur et voit la lumière du mouvement depuis l'espace d'où il vient de sortir. Il reste assis là pendant 5 minutes à écouter le moteur du tracteur tourner avant qu'il ne s'éloigne enfin. Il attend un peu plus longtemps au cas où avant de continuer vers le centre commercial, toujours en boitant un peu, mais pas aussi mal qu'avant. Il est assis ici depuis environ 20 minutes maintenant, en train d'écrire ça, et depuis l'intérieur du centre commercial, il peut toujours voir le tracteur circuler. Il ne sait pas s'il imagine des choses, s'il est juste idiot de penser à ça, ou si jamais cette personne est vraiment en train de manigancer des trucs. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a un muscle du mollet déchiré, à cause de ça, selon lui. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread. Alors celle-ci, on nous l'avait jamais fait, un gars poursuivi par un tracteur. Quand même quelque chose. En tout cas mes loulous, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez, un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais vous en voulez plus, eh bien je vous invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.